Le scénario est bien connu, il se répète une fois de plus à Madagascar. Les militaires, ralliés le week-end dernier au mouvement de contestation, affirment avoir pris le pouvoir sur l'île depuis plusieurs heures maintenant. L'annonce est intervenue juste après le vote de destitution d'Ange Raswell par l'Assemblée nationale. Je propose d'écouter pour commencer le colonel Michael Randriani Rina. Prendre la parole, c'était devant le palais présidentiel. On va prendre le pouvoir à partir d'aujourd'hui et on dissout à partir d'aujourd'hui le Sénat, le HCC, la HCC, la HCJ et la HCDDED et la CENI. L'Assemblée nationale, on la laisse travailler, continuer à travailler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un comité, un conseil. Attention. Et ce conseil sera composé des officiers de l'armée, de la gendarmerie. Voilà, cet homme qui assure depuis jouer le rôle et la fonction de président, nommé de fait président de transition. Après tous ces événements, j'ajoute quand même que contesté et retranché dans un lieu toujours inconnu, Raswell, qui avait dissous juste avant hier l'Assemblée, dénonce une réunion dépourvue de toute base légale, puis une tentative de coup d'État militaire, lui assure rester pleinement en fonction. Beaucoup de questions qui se posent donc, quelle suite possible après ce mouvement? Dans cet entre-deux si important, comment la jeunesse malgache peut-elle encore peser? Comment ne pas manquer cette chance de faire enfin avancer les sujets de fond? Et il y en a un certain nombre. Le risque de répéter le cycle bien rodé apparaît aujourd'hui immense. Vincent Hugeux, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre grand invité du jour, journaliste, essayiste, enseignant à Sciences Po, auteur de Tyran d'Afrique, les mystères du despotisme post-colonial. Au moment où l'on se parle, il est 14h à Antananarive, c'est le début d'après-midi. On va aller prendre le pouls dans quelques instants avec Gaël Borgia qui va nous dire qu'on continue à faire la fête. Mais c'est cet homme, on va revoir de nouveau son visage, ce colonel qui est apparu devant les écrans de télévision hier soir devant le palais présidentiel. C'est cet homme qui assure le pouvoir, qui contrôle aujourd'hui les institutions. Les différentes institutions ont été dissoutes et c'est lui qui est aux commandes. Déjà une réaction, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Un sentiment déjà vu, j'imagine? Oui, il se trouve que pour l'hebdomadaire L'Express, j'ai couvert la plupart des convulsions sociopolitiques de la Grande Île depuis la fin des années 90. Donc j'ai été le témoin de ce ballet, une tenace tradition malgache avec des soulèvements populaires qui sont souvent en fait inspirés par la frustration ou des revendications très quotidiennes, en l'occurrence ici les coupures de courant récurrentes, la distribution d'eau extrêmement aléatoire, et puis là-dessus évidemment viennent se greffer d'autres frustrations et d'autres exigences. Et très souvent c'est vrai que l'institution militaire apparaît comme une forme de recours, de rempart ou d'arbitre, et là il va de soi, et on le sent d'ailleurs de par les hésitations patentes du propos qui vient d'être diffusé, eh bien, c'est une sorte d'effet d'aubaine. On s'engouffre dans la brèche ainsi ouverte. Un mot quand même sur l'intéressé, parce qu'il n'est pas nécessairement quelqu'un de très connu. Donc, Michael Randriani, si je prononce à la malgache, il a 51 ans, c'est-à-dire exactement le même âge que Ange Raswell, le président évincé. Il a été un temps gouverneur d'une région de l'extrême sud de l'île, qui s'appelle Lanjoy. Il a commandé un bataillon d'infanterie dans la zone de Tuléar, mais surtout, c'est quelqu'un qui a toujours été très critique, en tout cas dans les années écoulées, envers le pouvoir Raswell. Il a quand même été incarcéré, c'était entre novembre 2023 et février 2024, pour, je cite, incitation à la mutinerie militaire. Donc il était un peu dans les écrans radars du système. Il avait même à l'époque été condamné à 1 an avec sursis pour, je cite là encore, atteinte à la sûreté de l'État. Puis pour terminer, un mot sur cette fameuse unité qu'on appelle le CAPSAT. Ça signifie en fait le corps d'armée des personnels et des services administratifs et techniques. En réalité, le CAPSAT, c'est un peu, si vous voulez, l'arsenal. C'est là que se trouvent les munitions. Et vous avez d'autres officiers venus d'autres corps d'armée qui ont rejoint ce groupe. Et groupe comme on l'a vu, un peu hésitant. Il a même eu quelques hésitations sur la dénomination. Il a parlé de comité, puis il a corrigé en parlant de conseil.
Il est question depuis mardi soir d'une charte de la transition dont personne à ce stade, me semble-t-il, n'a confirmé l'authenticité et qui conduirait à une phase de transition de 2 ans qui pourrait être prolongée, donc transition télescopique. 2 ans, c'est déjà très long. Oui, mais 2 ans, voilà. il peut se passer pourrait être prolongé d'1 an beaucoup de si les choses circonstances en 2 ans. l'exigent. Voilà. On va aller prendre le pouls à Antananarive quand Gaël sera avec nous, mais on va peut-être regarder la réaction immédiate de la rue, parce que nous, ça fait plusieurs semaines, depuis fin septembre, qu'on couvre ce mouvement de contestation initié de la jeunesse malgache, ce qui avait commencé comme une contestation locale contre les délestages électriques récurrents, s'est transformé en un mouvement de protestation national, porté entre autres par cette jeunesse massivement connectée et amplifiée par les réseaux sociaux. Ce mouvement Gen Z, maintenant que tout le monde connaît, qui a applaudi dès les premiers instants ce revirement et le retour de l'armée aux manettes. Explication tout de suite avec Rebecca Martin. La nouvelle a déclenché des scènes de liesse aux 4 coins du pays. Dans la capitale, Tananarive, les militaires du CAPSAT qui ont pris le pouvoir à Madagascar sont célébrés en héros. C'est comme si nous venions d'être libérés de prison. Nous savons très bien tout le mal qu'il a fait. Je suis vraiment soulagée quand Shradzoel ne soit plus au pouvoir. Je suis très heureuse, vraiment très heureuse. Autant que jeune ici qui vit à Madagascar, on est libre maintenant et nous avons eu la victoire en fait. Une victoire pour cette jeunesse qui manifeste depuis le 25 septembre, excédée par les coupures d'eau et d'électricité à répétition, mais aussi par la corruption, les inégalités et le manque d'opportunités professionnelles dans le pays. Des jeunes mobilisés par le collectif Gen Z, rapidement rejoints par des fonctionnaires appelés à la grève par plusieurs syndicats, avant que la contestation ne s'élargisse à tous les corps de métier. Le mouvement se revendique pacifiste, mais des affrontements avec la gendarmerie ont fait au moins 22 morts et des centaines de blessés, selon les Nations Unies. On a eu des amis blessés, des amis suffoqués, des amis qui sont maintenant à l'hôpital. Et quand on nous a tiré dessus, on est resté là pacifiquement avec nos pancartes parce que nous, on sait que la loi accepte qu'on manifeste pacifiquement. Refusant de tirer sur la population, l'unité du CAPSAT s'était ralliée au mouvement de contestation ce samedi, rapidement rejointe par la plupart des forces armées, dont la gendarmerie, provoquant la fuite du président Rajoelina. Madagascar est l'un des pays les plus pauvres de la planète. 80% des Malgaches vivent avec moins de 2,80 € par jour, le seuil de pauvreté fixé par la Banque mondiale. Voilà, les sujets très concrets et bien réels qui ne vont pas s'évaporer dans la nature. Gaël Borgia est parmi nous. On a des difficultés de liaison avec Madagascar, mais vous êtes avec nous par téléphone. Bonjour Gaël, vous êtes notre correspondante à Antananarive. Ça y est, on vous a à l'écran. La connexion est rétablie, m'indique-t-on. Bonjour et merci d'être avec nous pour nous faire vivre évidemment les suites de ce bouleversement. Vous me disiez tout à l'heure au téléphone en préparant cette séquence qu'on continuait encore à fêter cette nouvelle réalité, ce nouveau chapitre qui doit encore s'écrire malgré tout. Effectivement, les manifestants continuent de se rassembler sur la place du 13 mai. Il y a beaucoup de revendications, ça dépasse largement le cadre du mouvement Gen Z. Il y a des syndicats de plusieurs corps de métier, des enseignants qui demandent un changement radical de la politique d'enseignement à Madagascar. Il y a des étudiants, des services d'administration publique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de recevoir à l'instant même un communiqué de la présidence. Il a été diffusé sur leur page Facebook et il dénonce la décision de la Haute Cour constitutionnelle de ce mardi. Il déclare, hein, je cite au moment où je le reçois, que la présidence de la République condamne fermement la décision prononcée par la Haute Cour constitutionnelle. Ils disent que c'est une décision entachée de multiples vices, tant sur le fond que sur la forme. Donc on voit que Rajoelina n'est pas du tout décidé à quitter le pouvoir. Et selon lui, il reste encore à la tête du pays.
Voilà, pour les téléspectateurs qui nous regardent, la Haute Cour constitutionnelle qui a constaté la vacance du poste de président et qui a invité, via un communiqué, l'autorité militaire compétente, en l'occurrence le colonel qu'on vient de voir, d'assurer la transition et donc de devenir de fait le président de transition. Ça, Ange Razouel dément toute démission de ses fonctions, lui assure qu'il est encore en poste. Donc peut-être un bras de fer à ce niveau-là qui va se jouer, mais à distance, on ne voit pas très bien comment. C'est vrai que c'est difficile pour lui de se battre, de s'accrocher à son poste de président depuis l'étranger. Il faut rappeler qu'il a quitté précipitamment le pays dimanche. Nos confrères de RFI ont confirmé que ça a été une exfiltration organisée par l'armée française dans le cadre d'un accord avec le président Emmanuel Macron. Mais ça, de mon côté, je n'ai pas pu le confirmer. Toujours est-il que le jour de son départ, eh bien, il a publié un décret accordant une grâce exceptionnelle, une remise de peine totale à plusieurs prisonniers, dont 2 Français, un ancien militaire, un ancien de la gendarmerie française, qui avaient été condamnés pour tentative de coup d'État sur le président. Et donc, cette coïncidence étonnante pousse certains à accuser la France d'avoir, en tout cas, conclu un accord avec le président Razouel pour libérer ces prisonniers français. Quoi qu'il en soit, Vincent Hugeux, le fait qu'Ange Razouel, et on l'entend, c'est pas la première fois d'ailleurs qui s'accroche au pouvoir de cette manière. Dès son départ, il n'a cessé de répéter « je reste le président de Madagascar ». Mais quoi qu'il fasse, vous vous dites « ça ne changera rien, il est parti ». Non, mais franchement, ceci est une fiction. À partir du moment où il a quitté le territoire malgache, il est parfaitement clair qu'il n'a plus d'emprise véritable sur le réel. S'agissant de son exfiltration, dont effectivement je peux confirmer qu'elle a été épaulée en quelque sorte par la France, eh bien, il faut souligner que Ange Razouel est citoyen français. Et d'ailleurs, en 2014, lorsque cette demande de nationalité avait été approuvée, il a, d'une certaine manière, aussi scellé en partie son sort, puisque la loi malgache proscrit la double nationalité. Et je me souviens que lors de ces candidatures, notamment celle de 2023, qui avait été d'ailleurs présidentielle largement boycottée par l'opposition, eh bien, il y avait eu des efforts, des tentatives d'invalidation de sa candidature, précisément au motif que la loi de la Grande Île ne le permettait pas. Mais cela posé sur ce plan-là, la France marche évidemment sur des œufs. Elle veut à tout prix éviter d'apparaître comme, en quelque sorte, une actrice de la France-Afrique à l'ancienne. Et au demeurant, lorsque les autorités de Tana, au temps où Razouel était aux manettes, ont demandé à la France de réduire au silence quelques influenceurs de la diaspora, particulièrement virulent pour certains d'entre eux, eh bien, il a été poliment éconduit au motif que la loi française, dès lors qu'il n'y a pas d'appel au meurtre ou de propagande terroriste, ne permet pas de bâillonner ses opposants. Sur l'euphorie. Pardon, sur le retour d'Ange Razouel, pour vous, c'est impossible qu'il revienne, qu'il retourne à Antananarive Bon, écoutez, franchement... Ça, c'est un scénario que vous excluez totalement. Quitte à être démenti par les faits demain matin, ça me paraît totalement illusoire. Et prétendre qu'il est aujourd'hui pleinement en fonction, c'est pleinement une fiction. C'est ça que fêtent aujourd'hui les Malgaches dans la rue. L'euphorie, on la voit, elle est toujours visible. Et Gaël nous en témoignait il y a quelques instants. C'est le départ de Razouel qu'on fête, ou c'est l'arrivée de l'armée de nouveau au pouvoir? Oui, mais parce qu'il y a quand même 2 sentiments ambivalents aujourd'hui. Hein. Oui, mais c'est-à-dire, d'abord, il faut avoir à l'esprit que ces scènes d'euphorie, elles se déroulent pour l'essentiel sur la fameuse place du 13 mai, qui est un peu l'épicentre de toutes les convulsions et de tous les séismes socio-politiques de la Grande Île. En l'occurrence, 13 mai, référence au 13 mai 1972, hommage aux victimes d'une répression terrible, d'un soulèvement, qui avait conduit d'ailleurs à l'éviction du premier président de la République malgache, Philibert Tsiranan. Alors, il y a un double danger pour la jeunesse malgache. D'abord, que les militaires, et c'est une tradition aussi au moins continentale, prennent goût au pouvoir, parviennent en quelque sorte à la conclusion que décidément 24 mois ça n'est pas suffisant. D'ailleurs, il est déjà prévu éventuellement une année bonus en cas de besoin. Ça, c'est le premier danger. Donc en fait, une sorte de détournement, si vous voulez, de confiscation d'un mouvement authentiquement populaire. Bon.
Et puis le deuxième danger, c'est aussi évidemment le retour de certains chevaux de retour, précisément de la politique et de l'échiquier malgache. On a par exemple aperçu sur l'estrade du 13 mai Marc Ravalomanana, l'ancien président, lui-même évincé en 2009 au profit d'un certain Hans Radzoel. Et je m'arrête là-dessus, mais clin d'œil de l'histoire assez ironique, c'est qu'en réalité, ce qui se joue aujourd'hui, ce scénario qu'on est en train de décrypter, c'est exactement celui qui avait permis à Radzoel, ancien maire de Madagascar, d'accéder au pouvoir. Mis au pouvoir d'ailleurs par le CAPSAT, dont on parle depuis tout à l'heure, cette unité militaire. D'ailleurs, Gaël, vous en témoignez déjà sur notre antenne ce matin, au siège du CAPSAT. Il y a un certain nombre de vieux loups de la politique qui se pressent depuis que Radzoel est parti et depuis que les militaires se sont imposés en première ligne. À la base militaire du CAPSAT hier soir, et dans la salle où on attendait une annonce, une conférence de presse du nouveau chef de l'État par intérim, le colonel Mikael Randrianirina, eh bien il y avait des opposants. Le vice-président de l'Assemblée nationale était là, c'est un opposant à Hans Radzoel depuis plusieurs années. Il s'est présenté à la présidentielle en 2023. Il y avait aussi Roland Ratsiraka qui est ouvertement opposé à Hans Radzoel depuis longtemps. Il a été aussi candidat en 2023. Il y avait à peu près, en gros, le collectif, ce qu'on appelle le collectif des 11 candidats. Ce sont tous ceux qui se sont opposés au processus électoral de 2023 au motif qu'il était illégitime, que toutes les institutions électorales étaient inféodées à Hans Radzoel. Donc c'est vrai qu'on voit un petit peu une captation de ce mouvement populaire par des vieux crocodiles, si je puis m'exprimer ainsi. Et la Gen Z n'est pas dupe, ils le disent depuis le début du mouvement, ils disent attention à la récupération politique, on vous voit. Et c'est là la différence avec peut-être les mouvements précédents, c'est que ce mouvement a une origine populaire. Ce sont des jeunes qui n'avaient pas de leader, qui n'avaient pas d'ambition politique. Et effectivement, au bout d'un moment, il y a un vide. Et d'ailleurs, il le disait au début du mouvement, s'il vous plaît, les militaires, aidez-nous. Je l'ai entendu dans les manifestations. Nous sommes réprimés par la gendarmerie. Nous avons besoin des militaires pour faire cesser cette répression. Est-ce qu'ils se parlent, Gaël? On a vu ces militaires rejoindre les manifestants à partir du week-end dernier. Et je crois que ça a auguré réellement d'un tournant dans cette crise. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes, les membres de la Gen Z parlent aux militaires? Est-ce qu'il y a des échanges ou est-ce qu'on est dans deux canaux distincts? Il y a des échanges, oui, ça a été confirmé par une représentante du mouvement Gen Z, donc ils se parlent, mais en tout cas, pour avoir été présente ce mardi soir à la base militaire du CAPSAT, dans la salle où on attendait le colonel Mikael Randrianirina, il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de représentants du mouvement Gen Z, c'était entièrement politique. Donc c'est vrai que des questions se posent sur ce qu'il adviendra de la Gen Z dans ce Conseil de défense nationale de transition. Est-ce que la Gen Z aura son mot à dire? Ils sont en train de s'organiser, de mettre en place des concertations pour voir comment ils vont pouvoir peser sur les décisions politiques à venir. Mais effectivement, il y a des inquiétudes et des incertitudes. Vincent Huget, est-ce que vous pensez que les deux peuvent cohabiter réellement ou est-ce qu'il y en a un qui va forcément prendre le pas sur l'autre? Parce que pour le moment, ce sont les militaires qui sont quand même en premier plan. Ouais, je souscris à l'observation de Gaël. C'est le péril que je dessinais auparavant. C'est-à-dire que vous avez quand même une impression d'improvisation. C'est-à-dire que on le voit bien lorsque donc le fameux colonel Randrianirina évoque ce comité ou ce conseil. Il dit bon, il y aura des représentants, des officiers des trois armes, mais aussi de la gendarmerie. D'ailleurs, qui a dû faire acte de contrition parce que la gendarmerie a toujours été l'instrument le plus féroce de la répression. Et c'est aussi un corps qui a été beaucoup choyé par Radzoel, mais de la police. Et il dit, et je le cite là encore, peut-être des hauts conseillers civils. Tout ça est quand même extrêmement flou. Il faut ajouter aussi, autre gage de cette forme d'amateurisme et d'improvisation, que institutionnellement, il y a quand même beaucoup d'entorses au règlement. D'abord, la Constitution, certes suspendue, elle confie en principe au président du Sénat, alors lequel est porté disparu, c'est vrai, l'intérim de la présidence en cas de vacance. Premier problème. Puis deuxièmement,
La destitution de Radzoel et l'invitation que vous évoquiez tout à l'heure, l'invitation à exercer les fonctions de chef de l'État, elle a été prononcée par une haute cour constitutionnelle dont le même Randrianirine avait prononcé la dissolution mardi. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de couacs. Et puis je termine par cette remarque qui est presque cocasse. Quand il dit « ceci n'est pas un coup d'État », ça fait penser à l'impérissable pipe de Magritte, hein, « ceci n'est pas une pipe », le fameux tableau surréaliste. Mais évidemment que c'est un coup d'État. Alors effectivement, il est adossé à une revendication populaire qui n'est pas que tananarivienne, puisqu'on a eu des mouvements dans toutes les grandes villes de l'île Rouge, mais il y a effectivement un vrai danger de flottement d'abord, et puis de tentation de capter en fait les bénéfices d'un mouvement qui n'émane pas du corps militaire, mais effectivement de la jeunesse malgache. C'est une question intéressante que nous-mêmes on se posait dans l'usage des termes qu'on emploie pour qualifier ce qui est en train de se jouer à Madagascar. C'est vécu comme un coup d'État, Gaëlle, chez vous, ce qui se passe aujourd'hui dans votre pays? C'est vécu comme un coup d'État par la présidence de la République, si l'on en croit leur communiqué. Je parlais des Malgaches, bien sûr. Depuis... en tout cas, la présidence de la République est formelle. Elle dit qu'aucune règle, la Constitution n'a pas du tout été respectée. Si l'on écoute les manifestants sur la place du 13 mai, ils disent évidemment non. Ils disent que c'est un mouvement populaire qui a été porté par la génération Z, que plusieurs syndicats, plusieurs corps de métier, tout le monde s'est rallié au mouvement. Jusqu'à ce que l'unité du CAPSAT les rejoigne. Et c'est vrai qu'on parle d'improvisation, mais le mouvement Gen Z a été créé à peine 10 jours avant la première manifestation. La Gen Z ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait déjà une telle répression, à ce que j'ai parlé avec certains membres fondateurs de la Gen Z et ils pensaient arriver à faire comme le Népal, à faire tomber le gouvernement en une journée. Bon, ça a pris 3 semaines, mais il y avait pas de plan particulier. Il n'y avait pas d'ambition politique. Je pense que le CAPSAT non plus n'avait pas prévu ce qu'ils ont décidé le 11 octobre dernier. Donc vous voyez, l'improvisation, elle est inévitable. Elle est dans les deux camps. Elle est valable dans les deux camps. Ça, on ne peut que le constater aujourd'hui. Il va falloir être vigilant sur quel point dans les jours, les heures qui arrivent. Qu'est-ce qu'il va falloir scruter avec attention maintenant que un colonel dirige le pays? Qu'est-ce qu'il va falloir ne pas manquer, ne pas rater? D'abord, il va falloir regarder de très près les contours que prenne cette transition, puisque là encore, dans les propos un peu évasifs qui ont été tenus par les putschistes, il est question de nommer un gouvernement civil dans quelques mois. Quelques mois, c'est quoi? C'est trop long. C'est quelques semaines ou c'est plusieurs années? Quelques mois, a priori, c'est de longues semaines. Oui, et puis deuxième élément absolument crucial, dans quelle mesure le nouvel exécutif va être capable précisément de répondre aux aspirations de la jeunesse, qu'il s'agisse de la vie quotidienne, l'eau, l'électricité, de la transparence et de la lutte contre la corruption. Dernière remarque quand même rapide sur le putsch, c'est quasiment une question de cours de sciences politiques. Y a-t-il des coups d'État vertueux? Bon, j'étais au Gabon en juillet, et là on parle du putsch de la libération. Et c'est un peu cette idée qu'on entendait dans les propos de certains des manifestants euphoriques, c'est qu'en fait, c'est un coup d'État quasiment miraculeux, providentiel, qui nous libère d'un pouvoir exécré ou en tout cas fortement critiqué. Mais encore une fois, institutionnellement, c'est un putsch et il va falloir regarder d'ailleurs, puisque vous évoquiez les critères d'observation à suivre de près, ce que sera la posture de ce qu'on appelle la SADC, c'est-à-dire la communauté de développement de l'Afrique australe, qui prévoit d'envoyer une mission le 20 octobre, c'est-à-dire après la bataille, un peu tard, mais qui est très mal à l'aise par rapport à ce genre de cas de figure, de scénario, parce que, en principe, comme l'Union africaine, elle doit condamner, mais par ailleurs, les relations entre la SADC et le président sortant ou sorti, Andry Rajoelina, étaient exécrables. Donc, il va falloir surveiller tous ces critères, mais avant tout, encore une fois, quid des préoccupations qui ont été mises en avant et qui ont quelque sorte légitimé ce tsunami populaire demain. Les militaires seront-ils capables d'y répondre? C'est à eux de le démontrer. Et est-ce qu'on peut faire confiance aux militaires, parce qu'on a tendance à regarder ce qui s'est passé derrière. L'histoire, elle nous dit quoi? L'histoire nous dit que vous avez des exceptions. Je pense par exemple au Mali d'Amadi Toumani Touré, qui effectivement prend le pouvoir
et le restitue comme il l'a promis. Mais le schéma le plus classique du continent africain, c'est quand même que les militaires prétendent qu'ils vont restituer le pouvoir aux civils via des élections libres, transparentes et inclusives. On connaît la rengaine. Et puis, encore une fois, et on l'a vu au Sahel, même si je n'établis pas d'analogie entre ce qui s'est joué au Mali, au Niger, au Burkina et à Madagascar, la tentation de rester au pouvoir, notamment par les prébendes et les privilèges qu'ils vous procurent, elle est parfois plus forte que le respect des serments et des principes. Merci beaucoup Vincent Hugeux, merci d'avoir été l'invité de l'Info du jour. Merci aussi à Gaëlle Borgia, notre correspondante à Antananarivo, qui nous fait vivre chaque jour au plus près chaque nouvel épisode de cette crise. C'est la fin de l'Info du jour. Restez évidemment à nos côtés. On se retrouve tout de suite pour le journal.